Bonjour à tous, bienvenue dans Opinion. À partir d'aujourd'hui, le voile intégral, c'est-à-dire le niqab ou la burqa, en tout cas celui qui cache l'ensemble du visage, il faut être bien clair là-dessus. Le port du voile intégral est donc interdit en France, passible d'une amende d'une contravention de 150 €. Le vote de cette loi avait été adopté à une large majorité et il avait transcendé les clivages politiques au nom d'une certaine idée de la laïcité et aussi d'un code minimal de conduite dans la cité qui veut que l'on puisse reconnaître son interlocuteur. La France est le deuxième pays, après la Belgique, deuxième pays à prendre une telle mesure, mais voilà, cette mesure est déjà très critiquée pour plusieurs raisons. D'abord, il semblerait que moins de 2000 femmes musulmanes soient réellement concernées en France, ça fait quand même peu de monde, sans compter les touristes de pays arabes ou musulmans adeptes de cette pratique vestimentaire et qui vont certainement dénoncer une atteinte aux libertés individuelles, peut-être même créée en cas de verbalisation des incidents diplomatiques. Bref, casse-tête pour l'application de cette loi. Nous en parlons dans Opinion aujourd'hui avec mes deux invités. D'abord, Marc-Antoine, bonjour. Vous êtes l'attaché parlementaire du député Jacques de Salengre, qui est un député de gauche qui avait voté cette loi et qui avait même milité pour cette loi. Et puis Denis Jacob, il est le secrétaire administratif général du syndicat Alliance. C'est un syndicat, un important syndicat de la police nationale française. Je voudrais d'abord commencer avec vous, Marc-Antoine, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait... Je n'ai pas vérifié sur le terrain. Il semblerait, c'est ce qu'on dit, qu'il y a environ, à peu près même moins de 2000 femmes qui sont concernées par cette pratique. Est-ce que vous avez fait des études plus poussées pour prendre la mesure du phénomène ? Alors si vous me permettez, je reviendrai sur la genèse de ce projet de loi qui a vu, avant son dépôt devant le Parlement, la création d'une mission d'information parlementaire initiée à la base par Monsieur Gérin, et avec député communiste de Vénissieux, et avec comme rapporteur Éric Raoult. Donc on voyait bien dès le départ... C'était gauche-droite. Voilà, gauche-droite. Lors de cette mission d'information qui a vu l'audition d'un grand nombre de représentants d'associations, de syndicats, il y a eu, avec quelques déplacements en province, une évaluation du nombre de cas. Les chiffres initiaux du ministère de l'Intérieur étaient très en deçà de 1000 personnes. Ils ont été revus pour en effet s'arrêter sur un accord aux alentours de 2000 personnes ayant cette pratique. La question que vous vous êtes certainement tous posée, c'est est-ce qu'il faut faire une loi pour 2000 personnes ou est-ce que c'est quelque chose de symbolique? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les députés, la représentation nationale a considéré qu'il y avait peut-être là l'embryon de quelque chose qui se généralisait très vite, c'est ça? Tout à fait. En revenant sur les fondamentaux, nous sommes en France dans un État laïque qui impose la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion et la liberté d'exprimer le culte en privé et en public dès lors qu'on répond aux conditions de l'ordre public. Face à la naissance d'un phénomène d'il y a, on va dire, une dizaine d'années, arrivant donc à 2000 pratiquants, donc un phénomène très marginal par rapport au nombre de musulmans en France, un phénomène marginal mais particulièrement radical. Notamment le Conseil français du culte musulman s'était également ému de cette pratique radicale et minoritaire et considérait, M. Boubaker notamment, considérait que ça pouvait également porter préjudice à l'ensemble des musulmans. Est-ce qu'il a soutenu l'interdiction, le Conseil français du culte musulman? Est-ce qu'il était d'accord avec l'interdiction? Il était dans un premier temps favorable à des mesures de pédagogie. C'est la raison pour laquelle la loi qui a été votée en 2010 n'entre en application que 6 mois après son entrée en vigueur juridique, pour justement laisser le temps à une meilleure acceptation par l'ensemble des pratiquants. Mais il n'était pas d'emblée pour la loi, il était d'accord sur le fait que ça créait des problèmes, mais il n'était pas d'emblée pour la loi. On va revenir sur... Donc sur la loi, vous m'interrogiez sur l'opportunité d'avoir une loi. D'accord, là vous avez bien répondu. On va revenir sur l'attitude des musulmans en général par rapport à cette loi. C'est intéressant aussi dans un instant. Mais je voudrais qu'on vous demande à vous, Denis Jacob, la question que, bon, pour les policiers, on le sent bien, vous l'avez dit dès le début,
vous avez dit en gros, nous, ça va nous créer un problème ingérable. Alors, on voit bien pourquoi. Il faut aller vers les femmes en question, on ne sait pas si elles sont françaises, étrangères, enfin, est-ce que c'est vraiment le rôle de la police? C'est ce que vous avez dit, hein. Alors, tout d'abord, j'ai pas dit que c'était ingérable. J'ai dit que ce serait surtout à la marge. Très compliqué, quoi. Voilà, compliqué. Je pense qu'à partir... Bon, déjà, les fonctionnaires de police font preuve toujours d'un grand professionnalisme et du sens du discernement, surtout dans des situations particulièrement sensibles. Donc là, effectivement, ce seront des cas à la marge, mais il y a effectivement des faits sur lesquels il faudra faire preuve de beaucoup de diplomatie, notamment face à des personnes qui ne voudront pas montrer leur visage. Donc là, effectivement, les fonctionnaires de police devront y aller avec tact, mais quoi qu'il en soit, et là, la circulaire du ministère de l'Intérieur du 31 mars est très claire, ils n'ont pas le droit d'enlever le voile. Donc, de toute façon, ils vont faire soit cesser une infraction, si la personne souhaite se découvrir, avec ou pas verbalisation, parce que là aussi, le fonctionnaire de police a le sens du discernement et a le choix de verbaliser, ou en tous les cas de relever par procès-verbal ou de ne pas relever par procès-verbal. S'il ne le fait pas procès-verbal, ce sera de toute façon transmis au juge de proximité qui, lui, décidera s'il doit appliquer l'amende de 150 € ou non. Donc, de dire que c'est ingérable pour les fonctionnaires de police, non. Et puis, pour faire un procès-verbal, il faut quand même s'assurer de l'identité de la personne. Tout à fait. Alors, soit la personne dévoile son visage et avec un justificatif d'identité, on va pouvoir clairement identifier la personne, soit la personne refuse et à ce moment-là, on rentre dans le cadre de l'article 78.3 du Code de procédure pénale, qui permet de faire une vérification d'identité, alors sous couvert d'un officier de police judiciaire, bien évidemment, soit sur place, sur le lieu de l'infraction, soit au commissariat. Alors, je vais vous poser une question toute simple. Quelqu'un vous donne sa carte d'identité mais refuse de se dévoiler. Comment est-ce que vous pouvez vérifier que ce sont bien les papiers de la personne? Eh bien là, on va inviter la personne à se rendre au commissariat avec nous pour une vérification d'identité pendant 4 heures maximum. J'aime bien la version, inviter la personne à se rendre au commissariat, c'est-à-dire vraiment inviter. Mais parce que c'est pas une interpellation. Non, c'est pas une interpellation. C'est pas une coercition. D'accord, donc ça veut dire qu'elle peut refuser. Mais là, si elle refuse de se soumettre à un contrôle d'identité, là, elle est sous couvert de la loi, et là, on l'interpelle. Il y a le refus d'identité. Mais je ne pense pas, très honnêtement, qu'on va arriver dans des cas vraiment extrêmes, si je puis dire, où on aura... La personne... La circulaire du ministère de l'Intérieur le dit très bien, il faut expliquer de manière raisonnée à la personne qu'elle a tout à gagner à donner son identité plutôt que d'aller passer 4 heures au commissariat. Donc si on a affaire à des gens de bonne volonté, et je pense que c'est le cas pour la majorité des personnes qui sont concernées par le port de la burqa, ça se passera bien. Si effectivement on a à la marge des personnes qui refusent de se soumettre, effectivement là il y a interpellation et conduite au commissariat. On voit quand même bien le casse-tête parce qu'on a affaire quand même à les personnes vraiment concernées, c'est-à-dire en gros c'est une pratique quand même très extrême de l'islam. On voit bien par exemple en France, pas seulement en France mais dans le monde entier aussi beaucoup d'associations proches des frères musulmans qui disent bon c'est quand même une atteinte à la liberté individuelle. Donc ces gens-là se sentent agressés. Alors sur les 2000 situations évaluées, il est probable que la majorité des personnes se soumettront avec bonne foi. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Pour celles qui ne s'y soumettent pas, la loi devra s'appliquer dans sa rigueur. Et je crois que vous parliez tout à l'heure de loi symbolique. Cette loi, au-delà de la seule infraction, des 2 infractions pénales, puisqu'il y a 2 infractions qui ont été édictées, au-delà de ça, cette loi est une loi symbolique, où la loi a rappelé les valeurs de la République. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera nécessaire qu'il y ait surtout dans les premiers temps une application peut-être avec discernement, mais aussi avec toute rigueur, puisque cette rigueur dans l'application permettra à nos yeux la disparition du phénomène. Je me permettrai de prendre l'exemple sur les signes religieux à l'école. Donc loi de 2004. Nous avions un accroissement, alors là c'était le voile simple, nous avions un accroissement des cas de port de voile simple dans l'école. Quand le législateur en 2004 a dit qu'il était interdit de porter tout signe religieux ostensible à l'école, le simple rappel de la loi a dans 95%... Sauf que là, on est dans une situation différente, c'est que là, maintenant, ça concerne le port dans toutes circonstances, c'est-à-dire dans la rue,
Dans l'espace public. Dans l'espace public, pas seulement dans les services publics, dans l'espace public, c'est-à-dire y compris dans la rue, voilà. Et que ça concerne aussi, c'est ça qui est important de le dire, des personnes de nationalité étrangère. Tout le monde s'amuse et il va y avoir sans doute beaucoup de reportages très bientôt sur les fameuses clientes richissimes des pays du Golfe qui font leurs courses avenue Montaigne et qui sont voilées. Avec elles, qu'est-ce qui se passe? Une Française qui se rend dans certains États dont vous parlez. Oui, elle est obligée de se couvrir. À l'obligation de se couvrir. Oui. C'était encore le cas récemment d'une amie faisant même escale, a eu l'obligation à l'aéroport de se couvrir. Pour autant, est-ce que vous pensez que la réciproque sera admise? Parce que vous avez raison de le rappeler, effectivement, mais est-ce que la réciproque sera admise? Et si elle n'est pas admise, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais vous dire une chose très simple, monsieur, c'est que les fonctionnaires de police ont beaucoup de missions à accomplir, notamment de lutte contre la délinquance et de la criminalité. Cette loi s'applique notamment pour la burqa, mais pour d'autres choses, mais notamment pour la burqa, qui concerne aujourd'hui environ 2000 personnes, hormis des cas de réquisition dans des lieux sensibles, comme des établissements bancaires, où un directeur de banque fait appel à la police pour vérifier l'identité de la personne qui rentre, parce que, voilà, on est dans une banque et il peut y avoir un cambriolage, donc on ne sait pas qui en a affaire. Très honnêtement, les fonctionnaires de police auront aussi d'autres choses à faire et bien plus importantes que de passer leur temps à essayer de trouver quelqu'un qui porte la burqa et à la verbaliser. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez surtout le faire dans les quartiers sensibles. Permettez-moi d'être en désaccord sur ce point. La loi qui a voté a une telle importance pour les valeurs de la République que je crois qu'elle est au moins aussi importante que d'autres infractions que vous poursuivez, et que les forces de police, si elles veulent justement dans le temps avoir une bonne application de la loi, dès le départ, c'est-à-dire dès aujourd'hui, devront donner un signe fort, ce qui permettra à l'avenir d'avoir à moins contrôler une fois que la loi de la République aura été bien acceptée. Alors, vous avez fait le parallèle très juste avec l'attitude, ce qui est demandé par exemple aux touristes occidentaux dans certains pays, l'Iran, les pays du Golfe, pour les femmes, etc. Est-ce que vous avez pensé à faire la sensibilisation auprès des gouvernements étrangers pour que, avant le départ, on sensibilise les femmes en disant voilà, vous allez dans un pays où le port du voile est interdit, il faut vous conformer à la législation locale. Est-ce que ça a été fait ou pas? Permettez-moi là sur ce point deux choses. Premièrement, vous vous en souvenez fort bien, lors des débats parlementaires ayant précédé les débats parlementaires, ce projet de loi a fait un certain bruit en France, mais aussi à l'étranger, dans les pays dont vous évoquiez le nom. Donc, la première sensibilisation existe. Par ailleurs, la sensibilisation a eu lieu et aura lieu via nos ambassades, puisque Monsieur Jacob parlait de la circulaire adressée aux forces de police, mais il y a également une circulaire du Premier ministre datant de début mars à l'ensemble des services, dont les ambassades, qui lors de la délivrance du visa auront en présentation un fascicule exposant la loi. Donc l'information aura lieu et de la même manière que les Français... Dans les aéroports peut-être, à l'arrivée des personnes, il est prévu de les informer ou de... Oui, enfin vous savez, le contrôle transfrontière est déjà très encadré et très surveillé, et pour cause, puisque c'est des personnes qui arrivent de l'étranger, donc ça ne fera que renforcer les dispositifs juridiques dont ont les policiers à leur disposition. Je voudrais faire un petit aparté par rapport à ce que M. Antoine disait sur l'importance de la loi. Bien évidemment, il ne nous appartient pas de remettre en cause l'importance de la loi, de dire si elle est utile ou inutile. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les fonctionnaires de police travaillent aujourd'hui à flux tendu, vous le savez très bien. On est sous le coup, comme toutes les administrations françaises, de l'application de la RGPP. Si vous me permettez, je regrette notamment cette politique du gouvernement de RGPP qui évoque la diminution de 8000 personnes sur le temps de la... C'est un autre débat. C'est un autre débat, mais qui rentre sur les effectifs de police et leur capacité de répondre. Voilà, tout ça pour dire que les missions, les policiers en ont beaucoup. On sent bien que vous n'êtes pas emballé à l'idée d'appliquer cette loi. Parce que c'est une loi qui concerne une minorité de personnes et que voilà, il y a d'autres missions, je dirais. Donc si c'est une minorité, ce sera pas trop dur à faire respecter. Non, mais c'est pas le débat, c'est pas de faire respecter, de pas faire respecter. Le débat, il est que voilà, aujourd'hui, il y a... C'est que ça peut créer des frictions supplémentaires avec certaines communautés. C'est aussi la question. Oui. On n'a pas le temps d'en parler malheureusement, mais c'est aussi, peut-être que ce sera l'objet de notre débat, c'est la question de savoir si au fond, la grande majorité des musulmans en France, est-ce qu'ils considèrent que c'est quelque chose qui les aide dans leur intégration ou est-ce qu'ils sentent que c'est une stigmatisation de plus? Pour moi,
et également pour M. Boubacar, c'est une bonne loi, puisqu'elle permettra justement d'éviter la stigmatisation sur un signe très minoritaire et salafiste ou wahhabiste, et donc leur permettra d'être encore mieux acceptés dans le corps. Eh ben, il faut l'espérer, on aura l'occasion de le vérifier. Merci, on est déjà très en retard. Merci d'avoir participé à cette opinion. Restez sur France 24, d'autres informations sont à suivre.